Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, mais pas n'importe où. Regardez, c'est juste là, en Italie, dans un petit village de Toscane, plus précisément. Vous vous dites sans doute que c'est pas assez exotique à votre goût, mais attendez, l'histoire que je vais vous raconter, elle en vaut vraiment le détour. Ne prenez pas peur à la vue de ce gros plan, laissez-moi vous expliquer. Ça, enfin plutôt elle, c'est Giulia. Oui, ça s'écrit Giulia, mais ça se prononce Giulia. Mais ce n'est qu'un détail. Le plus fascinant nous attend encore. Giulia, elle est là dans un but assez précis, à savoir celui de nous raconter une histoire. Son histoire, même si c'est à travers de ma bouche que vous l'entendrez aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Elle n'a que quelques brides de souvenirs de son enfance et surtout un en particulier, celui de l'été 1929 où elle a été envoyée chez sa nounou pour y vivre. Et puis on y vient, c'est l'heure pour cette dernière de lire une histoire à Giulia, et pas n'importe laquelle, celle de la Dame Blanche. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais je vais tout de même vous synthétiser l'essentiel pour pouvoir comprendre le lien qui en découle avec la suite de l'histoire. À ce qu'on raconte, la Dame Blanche tue les jeunes femmes les soirs de brume. La nounou lui raconte que parfois la douleur nous fait faire des choses atroces, même si dans le fond, nous ne sommes pas mauvais. Mais aussi étrange cela soit-il, Giulia annonce bien l'aimer, malgré le fait qu'elle lui fasse un petit peu peur, parce que bientôt, elle serait une jeune fille, et qu'elle pourrait être l'une de ses prochaines victimes. D'ores et déjà, le personnage s'ouvre à nous. La petite fille demande à sa nourrice si elle tue les gens qu'elle aime. Évidemment que non, lui répond-elle. Et Martha alors, lui ferait-elle du mal? C'est à cet instant qu'on entend parler pour la première fois de la sœur de Giulia. Ce à quoi sa nourrice lui répond que puisqu'elles sont ensemble, Martha et sa mère, il n'y a rien à craindre. Est-ce qu'elle te manque? Demande-t-elle alors à Giulia. Ce à quoi elle répond que non. Enfin que oui, Martha, un petit peu, mais qu'elle aime surtout passer du temps avec sa nounou. Pour en revenir à Notre-Dame Blanche, elle aurait, d'après les légendes, été tuée par l'homme qu'elle aimait sur une petite île au milieu d'un lac. L'homme confesse alors plus tard qu'il l'a tuée par jalousie et ce faisant fut condamné à être pendu sur l'île même sur laquelle il avait commis son odieux crime. Le corps de la femme ne fut jamais retrouvé. On dit que son esprit serait dès lors enfermé dans les profondeurs du lac, voué à pleurer pour l'éternité la mort de l'homme qu'elle aime. C'est pour cette raison que durant les nuits brumeuses, la Dame Blanche se manifeste et prend la vie d'une jeune femme trop imprudente pour alléger son fardeau, pour tenter de se sentir libérée de sa douleur. Ensuite, ça y est, on rentre enfin dans le concret. On se retrouve aux abords d'un lac, on ne sait pas pour l'instant à quel instant de la journée on se situe, matin ou soir, mais on peut constater une chose, la présence de la brume. On incarne alors Giulia en train de mettre en place des appareils photos, dont son père a mis en place un système permettant à ces derniers de prendre des photos à intervalles réguliers. C'est alors que tout commence. En regardant au travers de l'objectif, elle peut voir quelque chose, non pas quelque chose, mais quelqu'un, un corps, en train de flotter dans le lac. C'est à ce moment-là qu'elle se met à courir pour essayer de réparer ce qui peut l'être encore. Elle se défait le plus rapidement possible de sa robe, qu'elle balance à la va-vite, et nage le plus vite possible. Dès lors, elle identifie rapidement la personne noyée, en constatant qu'elle porte ses vêtements. Il s'agit de sa sœur jumelle, Martha, et l'horreur s'empare alors d'elle. L'instant d'après, elle se retrouve sur le rivage auprès de Martha, en essayant de se convaincre que Martha n'est pas morte, que ça ne peut être qu'un cauchemar. Puis, après avoir mis son collier, elle entend deux voix distinctes, celles de ses parents, de son père et de sa mère qui arrivent en panique. Et c'est à cet instant que cette dernière l'enlace. Cela pourrait paraître normal d'enlacer sa fille dans un pareil instant. En fait, ce n'est pas le cas. Elle pense enlacer sa fille Martha, et non pas Giulia, et ne peut donc pas faire la différence étant donné qu'elles sont sœurs jumelles. Puis sa mère se met à parler au ralenti, en articulant bien ses mots, et en prononçant avec le plus de vie possible les mots qu'elle essaie de faire sortir de sa bouche sans son. Encore une fois, elle pense s'adresser à Martha, qui est alors sourde et muette, sans savoir qu'elle tient en réalité dans ses bras Giulia, son autre fille qu'elle déteste tant. Elle lui demande alors si tout va bien et Giulia ne fait qu'acquiescer, ne donnant aucune réponse orale. Elle va alors s'enliser dans un profond mensonge, celui de se faire passer pour Martha pour le restant de ses jours. Dès lors, et d'après ses propres mots, elle n'avait pas réalisé qu'elle avait commis quelque chose d'irréparable. Elle devrait désormais prétendre être Martha, pour toujours. Giulia se retrouve alors dans une pièce avec sa défunte sœur ainsi que son père, complètement dévasté, étant donné que ce dernier, contrairement à sa mère, était épris d'amour pour sa fille Giulia, dont il est actuellement en train de faire le deuil, sans savoir qu'elle est encore en vie. Alors que sa mère lui ordonne de faire les préparatifs pour la cérémonie, la porte se referme et s'ensuit une conversation entre ses parents. Ils ne chuchotent évidemment pas, étant loin de se douter qu'en réalité, Giulia est à leur côté et peut tout entendre. C'est la première fois que l'on va aussi clairement pouvoir comprendre les deux points de vue du père et de la mère des deux sœurs jumelles. Son père veut veiller sa défunte fille, tandis que la mère se met dans tous ses états, se plaignant qu'il ne se soucie pas assez de son autre fille, Martha, celle qui est encore en vie. On comprend alors la haine profonde que voue sa mère à Giulia, et le désaccord qui ne fait que croître entre ses deux parents. Giulia réalise donc que sa mère n'est absolument pas bouleversée ou touchée par les événements, et que tout ce qu'elle redoutait c'était que sa mort fût douloureuse pour Martha, et qu'à la fin de la journée, il valait mieux pour tous que ce soit elle qui soit morte au lieu de Martha. Mais c'est après ça que Giulia a commencé à se sentir coupable et à en faire des cauchemars.
Puis elle se réveille dans son lit, l'esprit embrouillé, ou plutôt embrumé, devrais-je dire, et c'est à partir de cet instant que la quête pour la vérité va commencer. Elle cache d'ailleurs une photo d'elle et de Lapo, son petit ami de l'époque dont on reparlera un petit peu plus tard. On est alors le 18 juin 1944 et Julia s'apprête à sortir de sa chambre après s'être habillée avec les vêtements de Martha. Une fois encore, on assiste à une scène où ses parents parlent à voix haute comme si elle ne pouvait pas les entendre, pensant pleinement se trouver en présence de Martha et non de Julia. En sortant de leur chambre partagée avec Martha, elle tombe sur sa chambre personnelle qui est étrangement verrouillée. Elle surprend une énième conversation dans laquelle elle s'embaume une fois de plus de l'amour de son père et sait qu'elle devra lire le journal tous les matins, étant donné qu'il s'agissait de l'habitude de Martha. Au sein de ce journal d'ailleurs, il est dit que derrière l'assassinat de Martha se cacherait une raison de guerre ou une raison politique, ce avec quoi Julia n'est clairement pas d'accord. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. Pour recontextualiser, sans rentrer dans les détails, on est encore en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et le père de Julia n'est autre qu'un soldat allemand. Et désormais, et afin de trouver la vérité, c'est Julia qui va devoir s'y coller, accompagnée de son fidèle appareil photo qui l'aidera tout au long de son histoire. On fait désormais un petit bond dans le temps pour se reprojeter dans les pensées de Julia et qui sont les suivantes. Elle repense à ce qui est arrivé à Martha et toute cette histoire et s'enfonce de plus en plus dans cette dernière qui ressemble de plus en plus à un rêve et que les images s'estompent petit à petit dans son esprit. Elle émet alors la théorie suivante et si ce n'était qu'une invention de l'esprit, elle continue à se demander comment elle aurait pu faire du mal à sa sœur, culpabilisant d'endosser son identité, elle qui l'avait toujours enviée. Et c'est à cet instant que Julia se décide à retourner au lac, puisqu'en effet, des appareils photo y sont en place et elle espère pouvoir en tirer les pellicules, et les développant est sûr que l'histoire racontée sera différente. Elle est rongée à chaque instant un petit peu plus par un mélange de doute, de culpabilité et de totale perdition. Du coup, c'est parti pour une petite balade de santé, de nuit évidemment. Assez brumeux tout ça, vous ne trouvez pas? Peut-être n'est-ce qu'un détail. Quoi qu'il arrive, on s'équipe de la lampe à gaz avant de bondir dans cette forêt à l'allure plus que menaçante. On s'enfonce alors un petit peu plus profondément dans les pensées de Martha, tout comme on s'enfonce actuellement dans les bois. Julia ressent au fur et à mesure qu'elle avance tous les dommages qu'elle a causés et que chaque pas la met encore un peu plus dans l'inconfort que le précédent. Elle sent que plus elle se rapproche du lac et plus elle est certaine d'avoir fait du mal à Martha. Elle a tué Martha pour hériter de tout l'amour que tout le monde avait pour elle et auquel elle n'a jamais eu droit. Peu de temps après, c'est la lampe qui commence à faire des siennes et c'est alors qu'on se met à apercevoir pour la première fois quelqu'un ou quelque chose. Julia s'empare alors des différentes pellicules comme il était convenu de le faire et qu'il va être temps de rentrer pour les développer. Et enfin pouvoir lever le voile qui obscurcit la vérité et qui permettra de discerner le vrai du faux, le rêve de la réalité ou plutôt le cauchemar de la réalité devrais-je dire. Et là sur le retour tout ne se passe pas comme prévu et on tombe à nouveau sur une entité, la même que celle qu'on avait à l'aller, pas sûr, étant donné que celle-ci semble s'en prendre directement à Julia et pire encore, elle connaît son nom. Désormais il faudra fuir pour ne pas y laisser sa peau, mais tout semble comment dire différent. Le chemin semble avoir étrangement changé et on se retrouve à s'enfoncer dans des parois souterraines à l'allure bien frissonnante. Bien pire que ça en fait, carrément morbide. Avec une porte au bout du couloir, si on peut appeler ça un couloir, que l'on a évidemment envie d'ouvrir, espérant que la vérité se cache derrière pour nous enlever le poids que l'on porte ou au contraire rendre ce dernier encore un peu plus difficile à supporter. On se retrouve dès lors dans la maison près du cercueil de Martha et ce dernier se retrouve fermé mais pas pour longtemps jusqu'à ce que l'on se décide à l'ouvrir. Et là c'est une vision d'horreur puisque ce n'est plus le corps paisible de Martha qui gît ici mais bel et bien son enveloppe charnelle en état de décomposition, de putréfaction. Et plus dérangeant encore, dans le ventre de cette dernière se trouve un enfant, un bébé, un fœtus. Après quoi on se retrouve avec un niveau d'eau qui inonde la pièce jusqu'à ce que l'on se retrouve totalement immergé. Une vague d'eau qui semble encore faire référence aux ténèbres qu'affronte Martha, illustrant l'incertitude la plus totale dans laquelle elle se trouve. Bon, tout cela n'était qu'un vilain rêve, n'est-ce pas? On se retrouve dans notre lit douillet, plus de soucis à se faire. Julia se rassure en se disant que ce furent les pensées d'une personne folle et qu'elle ne l'était pas. Alors à quoi bon s'inquiéter? Et c'est là qu'on réalise la quantité de sang qui inonde le lit, qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude, nous dit Julia. Elle se demande si elle ne va pas rejoindre Martha plus tôt que prévu. Mais les pellicules apporteront les réponses à nos questions. Mais avant ça, Julia surprend une conversation téléphonique de sa mère, Irène, à propos d'un certain Lapo, qu'elle soupçonne d'être à la source des malheurs de Martha. Elle lui reproche également de ne pas être venue dire au revoir à Julia alors qu'ils sont amis et sous-entend d'ailleurs par la suite qu'ils seraient plus que ça. Quoi qu'il en soit, on se retrouve pour l'instant avec un mystère plus épais qu'auparavant. Mais c'est alors qu'on tombe après sur une lettre dans laquelle la nounou écrit à la mère Irène, énonçant notamment que la porte de la chambre de Julia avait été verrouillée, sans préciser pourquoi, avec comme seul indice que la clé serait attachée à un porte-clés rose. Évidemment, cela éveille les soupçons de Julia. Et très peu de temps après, elle surprend un petit papier sur lequel est écrit que Martha révèle la grossesse de
Julia, ce qui expliquerait les draps tachés de sang dans lesquels elle s'est réveillée le matin même. Il s'agit d'un mot pour sa mère et lui intime de se rendre au lac pour voir la forme arrondie de son ventre. Et cela embrume évidemment plus l'esprit de Julia que ça ne l'éclaire alors qu'elle cherchait des réponses à ses questions. On fait un petit saut dans l'espace-temps pour se retrouver dans la chambre noire et cette fois-ci espérer plus de réponses que de questions. La première photo nous révèle Julia portant Martha jusqu'au rivage, tout comme elle l'avait en mémoire. Elle se sent alors mieux de savoir qu'elle n'est pas l'autrice de cet affreux meurtre et se sent d'attaque pour creuser l'enquête pour savoir qui est le vrai responsable. Et c'est alors qu'une folle idée lui traverse l'esprit, à savoir celui de rencontrer la Dame Blanche pour lui soutirer des réponses. Elle admet que c'est fou, mais pas tant que ça, en comparaison aux différents éléments de l'histoire auxquels elle a été exposée. Et en se redirigeant vers le lac, on assiste à ça. Un groupe de soldats donc qui poursuit vraisemblablement un groupe de résistants. Une fois que tout finit par se tasser, on tombe après ça sur un corps sans vie, celui de la peau dont on a entendu le nom quelques instants auparavant, de la mère de Julia au téléphone. Et c'est en s'emparant de son brassard qu'un petit bout de papier tombe par la même occasion, une lettre destinée à Julia, dans laquelle il adresse les mots suivants. Tout le monde pense que tu es morte, et tout le monde t'appelle Martha, n'est-ce pas ? Même tes propres parents ne sont pas au courant et ne peuvent vous différencier, toi et ta sœur. Mais soudain, un voile blanc, un bruit de coup de feu retentit, Julia vient de se faire tirer dessus. Elle se sent dès lors mourir et annonce s'en sentir plus soulagée qu'effrayée, avant de retomber dans un autre de ses cauchemars qui lui délivre le message suivant. « Martha, je te rends ton apparence, maintenant. Je vois avec mes yeux. Je vous épargne les images sanglantes afin que l'on puisse passer à la scène suivante qui est des plus intéressantes. Rideau. On est au théâtre, avec une petite poupée animée par des ficelles que l'on tire. Mais cette poupée, c'est pas n'importe qui. La faucheuse, et elle a quelque chose à nous dire. Elle nous parle de deux sœurs destinées à mourir, on parle évidemment de Martha et Julia. Le jour du départ de Julia, les deux sœurs se seraient tenues devant notre protagoniste théâtral, et il était impossible pour ce dernier de les distinguer. « Julia doit venir avec moi », avait-il annoncé, mais elles répondirent toutes deux qu'elles étaient Martha. Il leur expliqua donc que le sort de Martha allait bientôt être le même que celui de Julia, et qu'il était donc inutile d'essayer de le berner. Il n'avait pas le temps parce qu'évidemment en temps de guerre, il était très occupé. Les deux sœurs ont alors insisté « Peut-on venir avec toi toutes les deux ?»« Non, impossible. »« Es-tu sûr que Martha va mourir également ?»« Rien n'est sûr. » En temps de guerre. Que se passe-t-il si la mauvaise personne vient avec toi ? Eh bien, dans ce cas-là, vous auriez trompé la mort. L'une mourrait injustement, tandis que l'autre aurait injustement échappé au sort qui lui était destiné. C'est alors qu'elles se sont mises à parler et, semblant avoir trouvé un accord, se sont fait une ultime embrassade, avant que l'une d'elles ne se mette à avancer. Elle regardait d'un air déterminé, presque menaçant. J'ai deviné qu'il s'agissait de Martha, qui se sacrifiait afin de laisser plus de temps à sa sœur. Mais je suis resté muet pour ne pas révéler leur supercherie ratée. Personne ne ment quand vient l'heure de sa propre mort. Je leur ai donc demandé comment elles avaient procédé. On l'a décidé avec nos médaillons, répondit-elle calmement. Ils ont cru en la destinée, aussi naïves furent-elles. Elles savaient que le destin joue selon ses propres règles, ce qui est vrai, mais elles ont oublié que ce dernier est également mon allié. La destinée n'aurait jamais laissé la mauvaise fille me suivre. Dans ce cas, mon travail est fait. Elle devait être Julia. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que sur leurs deux médaillons, le même nom était inscrit, à savoir celui de Martha. Ma première hypothèse était donc correcte. Elles étaient donc intelligentes et ont réussi à me tromper, ainsi que la destinée. Ce qui est sûr, c'est que je vais remettre les pendules à l'heure. Je vais rendre au destin ce qui lui revient de droit. Et voilà, Julia se réveille dans son lit 4 jours après la mort de Martha, avec un bandage au niveau de l'abdomen après s'être fait tirer dessus. Ce qu'on apprend ensuite du docteur, c'est ni plus ni moins qu'elle est miraculée et qu'elle aurait clairement dû y passer. Il faut également noter qu'elle n'a plus son sac, le même qui contenait la lettre de la peau. Ce dernier lui avait donné rendez-vous et avait laissé un numéro de téléphone au cas où les choses auraient mal tourné. Julia se fait évidemment du souci, parce que si sa mère a lu cette lettre, elle connaît toute la vérité, d'autant plus qu'elle est clairement pas du côté de la peau. Mais elle se dit qu'ayant appris la vérité, elle l'aurait laissé mourir là dans les bois, étant donné que c'est grâce à elle qu'elle est encore en vie. Et c'est d'ailleurs après ça que le journal annonce que Julia a été sauvée par les soldats allemands alors qu'elle se vidait de son sang dans les bois. Mais Julia, elle, sait ce qu'il s'est réellement passé. Et c'est là que le téléphone sonne, elle décroche mais ne dit évidemment rien, devant se faire passer pour Martha. Il s'agit de sa chère nounou, et elle se décide alors à parler. Évidemment, cette dernière pense halluciner. Elle confesse alors sa réelle identité. Elle est évidemment confuse ayant vu le corps sans vie de Martha, pensant qu'il s'agissait d'elle. Bien sûr, elle lui demande des explications. Julia lui dit alors toute la vérité.
La nourrice était triste pour Martha, bien sûr, mais dans le même temps très heureuse puisqu'elle était avec celle avec qui elle avait un lien spécial. Julia lui parla de sa tentative de parler à la Dame Blanche, mais elle ne fut pas prise pour une folle, au contraire. Elle lui a même donné toutes les informations nécessaires pour accomplir le rituel. Mais un doute subsistait dans l'esprit de Julia. Peut-être faisait-elle ça pour la maintenir occupée, le temps qu'elle prévienne tout le monde. Mais au lieu de ça, elle n'en saura rien, puisque le même jour, une bombe aura raison d'elle, frappant à la villa de plein fouet. Julia se décide alors à appeler le numéro laissé par Lapo. Un homme répond alors que ce numéro sert effectivement parce que ce dernier a laissé la vie et qu'elle doit accomplir le reste du travail de résistance de Lapo, mais elle hésite évidemment, étant donné que son père est allemand. Peu après ça, Julia se retrouve finalement en tête-à-tête avec sa sœur, contemplant par la même occasion le livre contenant les différentes signatures. Il en aurait eu beaucoup plus si ça avait été Martha, pense-t-elle. Elle s'excuse auprès d'elle une fois de plus et décide de lui laisser un petit cadeau de départ, ce rouge-gorge qui s'est fait étrangement attaquer par un corbeau environ 1 heure avant. À partir de cet instant, on va faire un petit saut dans le temps puisqu'on ne parlera que de résistance, qui n'est que superflu quant à l'histoire que j'essaye de vous raconter. On peut donc en revenir à nos moutons. Dès lors, le prochain objectif de Julia est d'arriver à entrer en contact avec cette fameuse Dame Blanche pour arriver à résoudre l'épais mystère sur lequel elle enquête depuis quelques jours désormais. Et rappelez-vous, elle a soigneusement noté tous les éléments énumérés par sa nourrice, il n'y aura donc plus qu'à suivre les différentes étapes comme dans une simple recette de cuisine. Il faudra donc réinvoquer ce qui lui était de plus cher, à savoir la tombe de son amour d'antan dans les bois, via notamment son appareil photo et les paroles de son père autrefois, comme quoi l'appareil photo pourrait voir ce que l'œil nu ne pourrait pas. Il y aura également besoin d'une part d'elle, ainsi que de quelque chose qui connecte son monde à celui de la Dame Blanche, et pour finir ses cartes de tarot, le tout en se rendant sur l'île où son amour fut exécuté par le passé. Mais après ça, on apprend davantage de choses. Lorsque le fameux corbeau cherche à guider les pas de Julia vers ce qui semble être un morceau de tissu ou de vêtement, fait de la même matière qu'un morceau retrouvé près du lac, et Julia est sans équivoque, cela doit appartenir à sa mère. C'est pendant les funérailles que Julia émet la théorie que sa mère pourrait être à l'origine de la mort de sa sœur, qu'elle l'aurait tuée pensant qu'il s'agissait de Martha. C'est l'explication qui avait le plus de sens aux yeux de Julia. Et après ça, dans un élan de rage ou de désespoir, Julia a senti le besoin de jouer et de vivre à nouveau. C'est pour cette raison qu'elle se mit à jouer du piano. Et c'est là que sa mère fit irruption dans la pièce. Mais un élément cloche, pourquoi Martha, qui est sourde, jouerait-elle du piano? Et c'est à cet instant qu'elle comprend qu'il s'agit de Julia, pensant qu'elle a tué Martha pour avoir toute l'attention. C'est là que sa mère se mit à péter un plomb, menaçant d'appeler l'asile, proférant qu'elle paierait pour ce qu'elle a fait. Ses paroles furent aussi tranchantes que des lames de rasoir, déclara Julia. Mais les photos qu'elle avait développées démontraient son innocence. Mais elle ne voulut rien entendre, ni voir. Elle commençait déjà à la traiter de folle et à lui jeter tout ce qui lui passait sous la main. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à se sentir envahie de ses anciens souvenirs de petite fille cette fois, de ses peurs de petite fille qui cette fois lui nouaient l'estomac. Mais ce n'est pas ce qui l'empêcha de vouloir partir à la rencontre de la Dame Blanche le jour suivant, ni ce qui empêcha son père de la consoler. « Parle-moi, Julia, je t'aime, je suis heureux que tu sois en vie. » Même si cela signifie que Martha ne l'est plus. Ta mère est en état de choc, elle ne voulait pas te blesser. On retrouve peu après la robe que l'on a jetée juste avant d'aller secourir Martha, ce qui servira d'élément liant le monde de Julia à celui de la Dame Blanche pour entrer en contact avec elle au sein d'un lieu qui leur appartient à toutes les deux. En déballant ses affaires, Julia tombe sur une pellicule qu'elle aurait retirée de l'appareil photo juste avant de retrouver le corps de Martha. Elle espère que sur cette dernière apparaîtrait le coupable du meurtre de sa sœur. Réalisant toutes les étapes, elle parvient à entrer en contact avec la femme qu'elle espérait. Dès le premier instant, la Dame Blanche lui dit qu'elle fait appel à elle pour un savoir qu'elle ne possède pas, pour des questions dont elle n'a pas la réponse. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que les informations données ne sont que très floues, mais dans les grandes lignes ça donne ça. Il faut que tu trouves les réponses toi-même. Elle révèle toutefois que sa sœur pourrait posséder les réponses à ses nombreuses questions. Elle fait également une remarque intéressante. Tes souvenirs t'abandonnent, ils sont tes vrais compagnons. Ils prennent la place de ton enfance heureuse et pourraient revenir à tout moment. La Dame Blanche dégale également qu'il y a une sombre silhouette à l'intérieur d'elle et que les blessures la nourrissent et pourraient la mener à faire des choses contre son gré. Bon, on se doute qu'on a affaire à la Dame Blanche qui a maintes victimes à son actif et elle ne nous laissera pas partir comme ça. Donc elle nous emmène faire une petite balade dans laquelle elle est trop sympa cette dame. On se croirait dans Subnautica, c'est assez bluffant, mais à un détail près, celui-ci.
En s'approchant, on se rend compte que cette personne tient une clé qui semble gentiment nous être destinée. Et une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore à rêvasser, non pas dans le lit, mais dans le bain cette fois-ci. Julia confesse que parler avec elle la rend plus confuse encore qu'auparavant, mais qu'au moins elle se retrouve en possession de la clé. Clé qui va permettre d'enfin ouvrir la boîte à bijoux de Martha qui se trouve dans leur chambre commune. Et cette boîte, elle contient ceci, une lettre de la part de Martha. Chère sœur, je confie mes secrets à cette lettre, et si tu peux la lire aujourd'hui, c'est que je ne suis plus avec toi. Pour commencer, je n'ai jamais été sourde, je ne l'ai jamais été. Mère m'a traumatisée quand j'étais petite, j'ai donc cessé d'écouter ou de parler. Et c'est après ça que mère a commencé à m'aimer. Les scientifiques ont également trouvé une explication à ma surdité, une pression excessive à cause de ma sœur jumelle durant la grossesse qui a petit à petit mené à la surdité. C'est pour cette raison que la faute t'en est incombée. Après quoi, elle annonce avoir fait un enregistrement contenu dans la chambre noire. Et nous voilà donc à entendre la voix de Martha et voici ce qu'elle a à nous dire. Julia, je suis enceinte. Je suis enceinte de la peau. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire, et c'est pour cette raison que je n'ose plus me déshabiller devant toi, mais je ne pourrai pas le cacher bien longtemps. Tu m'as demandé hier d'aller tôt au lac le matin, et j'ai demandé à ce que nous échangions nos lits comme nous le faisions quand nous étions petites. Je me suis levé avant toi et ai mis une de tes tenues. J'ai écrit un message pour mère annonçant que tu étais enceinte et que ce n'était pas moi, et je l'ai invité à se rendre au lac pour le voir de ses yeux. C'est pourquoi j'irai au lac à ta place, et je lui dirai tout ce que tu n'as jamais eu le courage de lui dire, je serai ta voix. Je sais à quel point elle t'a fait souffrir durant des années. Je me souviens de tout, comme tu as oublié tous les dégâts qu'elle a causés. Et c'est ma faute. Prends ma place, ma sœur, tu auras une bien meilleure vie et je pourrai reposer en paix. Donc voilà, pour résumer dans les grandes lignes, Julia a trop souffert et Martha s'est donc livrée à la place de Julia pour rendre à cette dernière la vie qu'elle n'a pas pu avoir. Du point de vue de Julia, elle se réveille ce matin du 16 juillet et Martha n'est plus là. Une tenue manquait dans son garde-robe. Martha ne m'avait pas réveillée comme convenu. J'ai donc décidé de sortir seule, sans elle. Il y avait de la brume ce matin-là. Ma mère avait tué sa Martha bien-aimée de ses propres mains. J'avais donc usurpé son identité, volant par la même occasion l'amour et l'affection qui lui revenaient. Elle ne me le pardonnerait jamais. J'avais toutes les raisons de me sentir oppressé. J'ai donc cherché l'une des armes de papa pour me défendre. Que j'étais stupide. Malgré tout, je devais développer cette pellicule, même si ça ne prouvait pas sa culpabilité. Je devais également trouver la preuve que Martha était enceinte. Le lendemain, après avoir lu le journal, Julia tombe sur un télégramme. Chère Madame Irène, conformément à votre appel, votre requête a été approuvée. Une fois que la police aura donné son accord, nous enverrons chercher la fille. En attendant, pour qu'elle ne réagisse pas de manière extrême, nous vous demandons de vous fier au conseil de son médecin traitant. Hôpital psychiatrique de Volterra. Maintenant qu'elle sait que je sais tout, elle veut me faire enfermer, déclare Julia. Ou pire, elle veut me tuer et faire croire à tout le monde qu'il s'agit d'un suicide. Maintenant, il reste à Julia à développer la bande qu'elle a retrouvée après être allée voir la Dame Blanche. Mais petit problème, la mère Irène se trouve dans les parages. C'est donc impossible. Je pourrais au lieu de ça voir au cimetière pour voir si Martha était réellement enceinte ou non. Je vous épargne le trajet et les détails pour parvenir directement à l'essentiel. En ouvrant la porte de la crypte, puis en descendant les escaliers, on y trouve un lieu avec certes une ambiance froide et angoissante, mais également un lieu paradoxalement plein de vie, habité par une certaine sérénité. Puis nous y voilà, le cercueil de Martha, encore là, en chair et en os. Là je vais vous épargner les détails sanglants, pour en venir directement aux faits. Martha était effectivement enceinte, en témoigne la trouvaille de Julia. C'était donc vrai, Martha était enceinte, d'un étrange fœtus à 2 têtes, des jumelles encore. Je devenais inarrêtable. Je décidai donc de prendre une photo en guise de preuve pour montrer à tout le monde. En ressortant, l'escalier semble étrangement plus long qu'à la descente. Les paroles d'une conversation entre la mère de Julia et son médecin traitant nous parviennent. Ce dernier dit à Irène que l'asile n'est qu'une solution temporaire pour que Julia ne perde pas la raison, mais qu'il y a des cliniques spécialisées en Allemagne qui pourront mettre un terme à tout ça. Sa mère fait part de ses peurs au médecin, lui confiant que l'une des armes de son mari a disparu, redoutant ce qu'elle pourrait faire. Elle annonce qu'elle attendra dans la cave, justifiant qu'elle viendra tôt ou tard dans la chambre noire, ce qu'elle fit. Lorsque Julia y parvient, sa mère s'est endormie. Tout le monde saura ce que tu as fait à ta propre fille, déclare Julia. Après quoi, elle lance l'enregistrement, avant de charger l'arme, qu'elle pointe vers sa mère. Les images d'après nous révèlent Irène, agonisant au sol. Que fais-tu, ma fille? Tu veux ruiner ta vie? Je suis désolé, maman, ce n'est pas moi qui ai tiré. S'en suivent 2 autres coups de feu annonçant que tout est fini. Qu'ai-je fait? Elle m'a forcé. Elle a tué Martha. Mais qui me croira maintenant? Ils vont m'amener à l'asile. La pellicule est mon dernier espoir. Julia, palpant alors le corps de sa mère, tombe sur la clé, la fameuse clé de sa chambre d'enfance verrouillée. Nous allons enfin pouvoir découvrir ce qui s'y cache à l'intérieur. On n'y découvre pas grand chose au premier abord, si ce n'est un genre de petit théâtre. Son jeu d'enfance composé de poupées avec lesquelles elle jouait. Et c'est là qu'on revit tout, à compter même de la fameuse légende. On connaît à peu près tous les détails à part celui-ci. S'il a tué la fameuse Dame Blanche que l'on connaît à l'heure actuelle, c'était par pure jalousie, un soupçon de tromperie qui n'était même pas avéré.
Réalisant ce qu'il vient de faire, il confesse son crime avant de se faire châtier à son tour. C'est pour cette raison que certaines jeunes filles disparaissent les soirs de brume, vous vous souvenez, afin de permettre à la dame d'alléger son fardeau. C'est là qu'on revit également ce qu'il s'est passé ce soir-là, avant le jour fatidique, d'un point de vue externe. Rien de plus que ce que l'on ne sait déjà, aller au lac pour prendre des photos, en y allant tôt pour que mère Irène ne le découvre pas, en échangeant leur lit comme convenu. Et c'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes. Martha s'enfuit donc au lac sans réveiller Julia, se faisant donc passer pour cette dernière, en mettant en évidence sa grossesse, sachant que sa mère la suivrait. Martha se déshabille et Irène constate donc la grossesse, donnant raison à Martha avant d'aller se baigner. La mère se déshabille à son tour, attrapant un bâton par la même occasion, rouant Martha de coups. A partir de là, Julia ne peut que supposer la suite des événements. Elle se retrouve à démembrer le corps de sa mère, cachant et effaçant les preuves, en enterrant cette dernière là où personne ne pourrait la trouver, excepté la tête. Cette tête. Et c'est là qu'on apprend l'emplacement du tout, sous le pont, là où elle s'en va finir le travail qu'elle avait au préalable commencé. Mais à cet instant, on ignore encore une partie de l'histoire, la pellicule qui n'avait pas encore été développée, ce que Julia va s'empresser de faire. Au sommet de tout ça, on découvre que Julia tue en réalité sa propre sœur, avant de tuer sa mère, pour se débarrasser de sa propre culpabilité. En développant la photo, on peut entendre des soldats faire irruption dans la maison. À cet instant, Julia déclare ne pas mériter de vivre une seconde supplémentaire, avant de charger son arme et de le pointer à sa tempe. Lorsqu'un soldat fait irruption dans la pièce, c'est là qu'on a le choix de lui tirer dessus à la place. Ce faisant, il meurt sur le coup, mais il n'est évidemment pas venu seul. Julia se retrouve donc rouée de coups avant de se faire attacher sur une chaise, aux côtés de son père inconscient. Subissant encore de la torture, ils la forcèrent à avouer ces choses dont elle n'avait pas idée. Pour faire cesser ses coups à chaque fois plus douloureux, elle confessa ce qu'il voulait entendre. Son père se fit donc exécuter à ses côtés. Puis son tour vint, un soldat fut assigné à la tâche, mais il n'eut pas le cran de le faire, il eut pitié, tira dans le vide pour faire croire qu'il avait rempli sa tâche, et libéra Julia, qui feignait la mort au sol. À son réveil, elle n'avait plus rien, ni sa sœur, ni ses parents, et elle alla chercher du réconfort dans les enregistrements de son père, mais tomba au lieu de ça sur le sien, sa mère lui annonçant ce que l'on n'avait pas pu entendre auparavant, qu'après être tombée sur le mot, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Ayant parlé du lac, ses parents se sont rendus à ce dernier avant de trouver Julia au sol, répétant que rien ne s'était passé. Après t'avoir câliné pour te calmer, tu n'as rien dit pendant des jours. J'avais peur que tu ne te fasses plus de mal que ce n'était déjà le cas, comme la nuit où tu as joué du piano. Je ne me laisserai pas avoir, pas cette fois, s'exclame Julia. Tu as tué ma sœur et je l'ai découvert, et ça te fait peur. Quoi, ta sœur, s'il te plaît, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'ensuit la scène à laquelle on a déjà assisté. Julia est bouleversée. Je m'effraie moi-même. J'étais devenue ma propre ennemie. J'étais le danger. Qu'aurais-je dû faire? C'est à cet instant-là qu'elle repensa au théâtre avec les poupées dans sa chambre. Il saurait apporter les réponses qu'elle n'a pas encore. On y retrouve alors la nounou cette fois-ci accompagnée de la mère de Julia, alors en train d'accoucher. Mais apparemment tout ne se déroule pas comme prévu. Le médecin arrive alors annonçant que la douleur ressentie est normale. Le bébé est né, annonça le docteur. La scène suivante révèle Julia accompagnée de sa mère et de leur chien. Julia est triste et se sent mal des douleurs qu'a enduré sa mère. Mais elle a du réconfort, elle a son chien avec elle. Après quoi, Julia annonce différents besoins, tous on ne peut plus naturels, surtout lorsqu'on est enfant. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, je dois aller aux toilettes. Ce à quoi sa mère trouve toujours une réponse plus cinglante que la précédente. La mère s'énerve donc, lui intimant d'aller dans sa chambre. Je ne peux plus te supporter plus longtemps, annonça-t-elle, après que sa fille eut essayé de lui apporter un ballon qui éclata par mégarde. Tu vas payer pour ça. C'était un accident, maman, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Oui, vous comprenez bien ce qu'il se passe, c'est l'enfance de Julia qu'on est en train de revivre, ses souvenirs refoulés qui font surface. C'est pourtant ce que lui avait dit la Dame Blanche, le retour de ses souvenirs durant son enfance heureuse. Mais ce n'est pas ce que Julia constate, c'est même tout l'inverse. Dans la scène suivante, Martha renverse un pichet sur Julia, laquelle se plaint à sa mère, qui lui dit que si elle continue, elle sera punie pour ça. Cependant, les rôles s'inversent. Julia renverse de l'eau sur Martha, mais la réaction de Irène n'est pas la même. Elle est dans une colère noire. C'est la faute de Martha, réplique Julia. Je ne te crois pas. J'ai vu ce qu'il vient de se passer. C'est faux, tu ne m'as pas vu. Tu mens. Moi, menteuse. Voyons voir ce qu'il va advenir de toi. On est désormais dans la cuisine. Julia est attachée à la chaise. Désolée maman, je ne recommencerai plus. Trop tard. Ces larmes trompeuses ne mourront pas. À l'aide, s'écrie alors Julia, toujours immobilisée par les liens. Personne ne vient à sa rescousse, à part son chien, dont on ignore le nom, qui se met à aboyer. Irène s'empare alors de ce dernier, lui disant qu'il va avoir une bonne raison d'aboyer. Laisse mon chien tranquille. Il n'y a pas de raison de crier comme ça, jeune fille, répond-elle calmement, en jetant le chien dans la marmite. Tu es folle, s'exclama Julia. Oui, je suis folle, et je vais te montrer à quel point. À l'aide, papa. Ton père n'est pas là. Comme d'habitude, crier ne servira à rien. La mère lui impose alors l'impensable. Julia fait tout pour résister, évidemment, jusqu'à se faire frapper. Mais c'est toujours pas suffisant. Et lorsque ça recommence, Julia n'en peut plus et se résigne. Après ça, Julia commençait à se rappeler de tout, même si ça lui faisait une peur bleue et surtout un mal de chien. Elle n'en avait toujours pas la force. L'église est un lieu sûr, avait dit la Dame Blanche, conseil qu'elle se met à appliquer au pied de la lettre. Appelant le prêtre Don Attilio qui pourrait l'aider. Aidez-moi mon père.
Ils sont tous morts. Père, mère, Martha. Viens me parler, ne reste pas seul, je t'aiderai. Je voudrais jouer une dernière fois avec mes poupées, pour ne plus penser à tout ça. Ne dis pas de bêtises, viens à l'église immédiatement. Lorsque j'ai poussé la porte de l'église, j'ai complètement perdu pied avec la réalité. Tous autour de moi avaient péri, alors que j'avais survécu. En tirant le rideau, ce n'est pas le prêtre Don Attilio qui se retrouve de l'autre côté, mais cet immense univers blanc qui semble être dépourvu de tout sens à première vue. Des corps de poupées jonchent le sol, des croix y sont encastrées, le corbeau est présent également. Je ne me souviens plus comment tout ça s'est passé. Une lumière vive, des photos prises de moi. Un homme habillé en blanc, un docteur ai-je pensé, qui me posait des questions. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire sur l'instant. Il a écrit sur un bout de papier, puis 2 infirmières m'ont amené quelque part. J'étais dans un asile. Certaines femmes pleuraient, d'autres se parlaient à elles-mêmes. La liste est non exhaustive. Et il y avait une femme qu'ils ont dû attacher au lit, criant et prononçant des mots et des phrases vides de sens des jours durant. Cette femme... c'était moi. Ils ont commencé à me faire des injections, ce qui faisait trembler tout mon corps, du cardiazole. Pour la petite parenthèse, il s'agit d'un médicament utilisé comme stimulant respiratoire et circulatoire, qui provoque des convulsions à dose élevée, dans le but d'une convulsiothérapie, dont l'usage a été abandonné au profit de l'usage d'électrochocs, au vu du nombre d'effets indésirables de ce stimulant. Mon corps était tel un feu que l'on ne peut éteindre. Quand il s'est calmé, j'ai pensé qu'il reviendrait plus fort qu'avant. Ils avaient gagné. J'ai donc tout arrêté, j'ai même arrêté de penser. Il n'y avait plus besoin de thérapie, quelque chose était mort en moi, mais j'ai décidé de poursuivre ce voyage douloureux, j'étais plus forte que je ne le croyais. On a atteint ce miroir qui va nous révéler les derniers éléments dont on a besoin. J'ai besoin de réponses, ne t'en va pas. Parle-moi de Martha, s'il te plaît. Plusieurs réponses sont proposées, et en réalité, peu importe ce que l'on répond, ça n'a pas réellement d'importance. Qu'en est-il de maman? Personne ne sait mieux que moi ce qui lui est arrivé. Est-ce que j'ai fait ce que je pense avoir fait? Oui, je l'ai fait, et je l'ai enterré sous ce maudit pont. Papa, les soldats, est-ce que c'est réellement arrivé? Vous ne savez pas, n'est-ce pas? Peut-être pas plus que moi. Et la nounou dans tout ça? Et la peau dans tout ça? Et la grossesse? Qu'en est-il? Toutes ces questions sont sans réel intérêt. Je n'ai plus qu'à tourner le miroir. Plus on tourne le miroir et plus on découvre qui l'on est, plus on constate les dégâts qui nous ont été infligés. Le 26 juillet, lorsqu'un bombardement a détruit l'église, je n'y étais pas. J'étais déjà à l'asile. Une fois encore, je n'étais pas morte, je n'avais pas survécu à la bombe, mais j'avais surtout survécu à moi-même, le plus absurde, mais surtout le plus dur. La guerre s'est arrêtée, là, dehors, mais aussi à l'intérieur de moi-même, j'ai eu la chance d'en avoir l'opportunité, de survivre à moi-même. On pense que les dangers se trouvent au tournant, alors que ces derniers se trouvent en nous. Grandissant sans même qu'on en ait conscience, ils nous font souffrir. J'aurais voulu demander de l'aide, mais j'étais seul. Voici mon histoire, merci de l'avoir écoutée. Bon, vous êtes un peu sur le cul, je pense, tout comme je l'ai été. Je vais essayer d'éclaircir votre lanterne un tant soit peu, mais dans d'autres explications trouvées à droite à gauche, et en mélangeant tout ça avec ce que j'ai compris moi-même du jeu, ainsi que mes propres interprétations et théories. La finalité, c'est lorsque Julia prétend être Martha, elle est en réalité Martha. Julia n'a jamais existé. Il s'agit d'un alter ego, auquel elle fait endosser tout ce qu'elle a vécu pour ne pas avoir à l'affronter. Elle souffre du trouble dissociatif de l'identité. D'ailleurs, dans le théâtre, l'accouchement nous confirme bel et bien qu'un seul enfant est né, Martha. C'est au moment où elle doit endurer tous les supplices de sa mère qu'elle crée Julia pour pouvoir faire face à tout ça, pour que Martha elle-même n'ait pas à les subir. C'est pour cette raison que Julia ne se souvient que des abus. En fait, on peut dire que Julia existe, mais seulement en tant que deuxième personnalité de Martha au sein du même corps. Le jour de l'incident du lac, sa mère se précipite auprès de Martha, l'appelant donc Martha, puisqu'il n'existe qu'elle. Julia est donc confuse à cet instant, que sa mère l'appelle Martha, alors que Julia, de son côté, n'a en tête que les abus de sa mère. C'est alors qu'elle se décide à se faire passer pour Martha. La mère n'a jamais mentionné de corps au lac, c'est pour ça que quand Julia dit « Tu as tué ma sœur », elle répond « Mais qu'est-ce que tu racontes, ta sœur ?» Martha n'a pas de sœur. Et sa mère s'est montrée abusive, ayant elle-même eu une santé mentale défaillante à cet instant-là. Martha étant petite et souffrante au moment des faits, sa mère savait qu'elle se protégerait de la sorte avec son alter ego. Mais elle pensait aussi que le trouble aurait disparu après toutes ces années, notamment que sa propre santé mentale s'était améliorée, mais pas celle de Martha. Martha s'était donc servie de ce temps-là pour expérimenter différents aspects positifs, n'ayant pas besoin de Julia, prenant le contrôle du corps pendant les situations de stress. Martha était en réalité bel et bien enceinte, mais Julia a fait une fausse couche, expliquant le sang sur les draps. À la fin, elle est assise en tant que Martha face au miroir, et elle répond à ses questions en tant que Julia, démontrant la présence des deux personnalités au sein du même corps. Voilà, c'est ça l'explication de base. En fait, Julia n'est que l'alter ego de Martha, et n'existe donc pas en soi. J'ai tiré également quelques moments du jeu pour éclaircir certains points, et voilà les éléments que j'en tire et que j'en conclus
personnellement. Au début du jeu, la nounou lui demande si sa mère lui manque. Elle lui répond évidemment que non. Et c'est pour ça que tous ses souvenirs sont vagues et flous. La lecture de l'histoire de la Dame Blanche, et plus globalement son temps passé avec sa nourrice, l'une des seules personnes pour qui elle n'était pas une honte, pour qui elle n'était pas détestée pour qui elle était, qui faisait partie d'une époque de sa vie dès lors révolue, qui faisait partie d'un de ces rares instants non refoulés, dont elle pouvait se souvenir, sans sentir un poignard glacé se planter dans son cœur, synonyme de l'enfance traumatisante qu'elle a vécue. C'est pour ça que, après 3 ans passés avec sa nounou, elle nous a révélé au début qu'elle avait oublié comment être heureuse une fois de retour chez elle. La présence de la brume présente tout au long de l'histoire fait également et surtout référence à la brume que Julia, ou plus exactement Martha donc, affronte et a affronté. Le fait qu'elle se soit sentie perdue, a essayé de chercher et creuser la vérité, une vérité si douloureuse qu'elle recrée à chaque fois une nouvelle histoire, tissant de nouveaux mensonges pour se prémunir elle-même d'une vérité trop difficile à affronter. Le nom du jeu, Martha is Dead, ne fait pas référence à la mort en son sens premier du terme, mais plutôt en l'occurrence d'une mort intérieure, qui n'est que trop bien mise en exergue via l'histoire et le récit de Julia, enfin de Martha donc, puisque Julia n'a jamais existé ailleurs que dans son imagination pour se prémunir de la réalité, trop dure à affronter. Cette mort ne fait pas référence à la mort telle qu'on peut l'imaginer vous et moi, mais bel et bien la mort de l'esprit, d'un esprit qui se contracte violemment, à l'idée que la réalité puisse être si odieuse, qui se contracte si fort, au point qu'il en oublie tout le négatif, pour sa propre protection, même si cela inclut de passer par une histoire montée de toutes pièces par ce dernier. On peut aisément penser que Martha, reprenant conscience de toute la vérité et de tous les éléments de l'histoire, ne peut accepter cette dernière, recréant ainsi instantanément ou presque une carapace protectrice, afin de ne pas sombrer dans une démence encore plus profonde que ce n'est actuellement le cas. Je serais peut-être pas le seul à faire cette comparaison, alors attention, petit disclaimer, des spoilers sont à venir. C'est une histoire très similaire à celle du long métrage Shutter Island, un protagoniste qui vient en réalité enquêter sur une sombre affaire, mais lorsqu'il avance, au fur et à mesure de cette dernière, il redécouvre toute la vérité, petite étape par petite étape, une réalité que sa conscience veut évidemment lui faire oublier, tant elle est dure à encaisser. Le dilemme est alors de savoir s'il peut arriver à progresser et à vaincre cette réalité, la trépasser, ou bien retomber tout en bas de l'échelle, et tout recommencer de zéro. La personne qu'elle sauve noyée dans le lac, ou qu'elle croit sauver, n'est autre qu'elle-même, ce qui explique pourquoi cette personne portait ses propres vêtements. Quand elle regarde dans sa chambre, les photos avec la nounou, elle pense que c'est elle, ou bien Martha, sur la photo, mais en fait elle ne se souvient pas. Évidemment parce qu'elles sont la même personne. Lorsqu'elle se fait tirer dessus juste après, c'est peut-être qu'elle commence justement à trop reprendre conscience. Et ce coup de feu la fait ressombrer à nouveau, pour tenter d'enfouir le tout, encore un peu plus. Qui est au final réellement la Dame Blanche dans toute cette histoire? J'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait de son propre subconscient, qu'elle questionnait, et qui lui dit de trouver elle-même, de faire ses propres recherches, car elle n'aurait peut-être pas le courage de tout lui avouer, de regarder la réalité en face. La Dame Blanche déclare également qu'il y a une sombre silhouette à l'intérieur d'elle, que les blessures la nourrissent, et pourrait la mener à faire des choses contre son gré. Il s'agit de mon point de vue, et je pense que vous serez d'accord avec moi, d'une métaphore pour illustrer sa propre démence, ce qui mène notamment à la mort de sa mère, qui correspond donc aux blessures qui la nourrissent et qui l'amènent donc à faire des choses contre son gré. Elle appuie bien sur le fait que la blessure profonde qui entaille Martha, elle ne peut être guérie. Et que la solution, c'est qu'il faut y aller en douceur, sachant pertinemment qu'en y allant trop vite et trop violemment, Martha se heurtera à nouveau à un mur infranchissable. C'est pour cette raison qu'elle lui préconise de s'adresser à sa sœur jumelle, Julia donc, parce qu'elle est probablement la seule à pouvoir lui faire comprendre les choses petit à petit sans la brusquer. Et c'est ce qui se passe à la fin d'ailleurs avec la scène du miroir, c'est Julia qui s'adresse à elle-même, à Martha, pour essayer de lui faire comprendre et de tout lui remémorer, la pure et stricte vérité. La Dame Blanche, son subconscient donc, d'après ma théorie, elle la connaît bien, la vérité, mais elle juge probablement trop tôt pour tout lui révéler elle-même à cet instant précis. Elle sait que Julia n'est que l'autre personnalité de Martha, mais elle sait surtout que c'est cette dernière qui a été créée par l'esprit de Martha pour y enfermer toutes les atrocités subies, pour les enfouir profondément et ne plus jamais en entendre parler. Elle nous dit qu'elle veut le contrôle. On ne sait pas exactement pour l'instant de qui on nous parle, mais ce qu'on sait c'est qu'elle détruit notre vie, petit à petit, et qu'on va devoir l'arrêter. Sans quoi, on ne ferait même plus la différence entre la lumière et l'obscurité, et qui n'est à mes yeux qu'une métaphore de plus pour illustrer la folie qui menace d'engloutir Martha à chaque instant. Et elle nous dit donc qu'on a le devoir de l'arrêter. Qui ça? Julia. C'est Julia qui cherche à refaire surface, à reprendre le contrôle. Tous ses souvenirs, toutes ses émotions, tous ses ressentis, enterrés et refoulés pendant tout ce temps, ne demandent qu'à ressurgir. Et c'est ce qui est à la cause de la folie de Martha, vivre avec Julia et elle-même. La lettre de Martha à Julia reflète déjà un peu la vérité. Martha n'est autre que Julia elle-même, elle n'a en réalité jamais été sourde, ni muette, comme le dit la lettre. Tout comme Julia, elle a vécu des traumatismes durant son enfance,
exactement comme Julia. En fait, Julia et Martin. Bon écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère avoir pu vous plonger dans l'ambiance, dans cette histoire que j'ai trouvée fascinante, bien que sordide, qui a été racontée au travers de ce jeu, Martha is Dead. Bien que le gameplay n'en ait pas toujours été parfait, voilà, on explorera de temps à autre des sujets comme cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses que vous voulez dire, que vous voulez souligner, ou s'il y a des éléments que j'aurais oubliés, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures. Ciao ciao!